Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans une vidéo 5 romans. Donc c'est le format de ma chaîne où je vous présente mes 5 dernières lectures. Pour être tout à fait honnête, je suis terriblement en retard dans ce type de vidéo, mais je suis tellement en retard que ça va pas être possible de rattraper en fait. Du coup, j'ai pris une décision. Pour les vidéos 5 romans, c'est des vidéos que j'aime bien faire, donc je vais continuer à le faire. Mais je vais me remettre à zéro, donc ça veut dire que là, aujourd'hui, je vais vraiment vous présenter mes 5 dernières lectures. Je sais, c'est fou. Et donc du coup, vous ne verrez pas les autres romans que j'ai lus entre la dernière vidéo et celle-ci. Et pourtant, il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a une quarantaine. Donc vous comprenez aussi pourquoi je ne peux pas faire une vidéo 5 romans pour chacun. Mais si vous voulez plus d'infos sur ces romans, vous pouvez me suivre sur Instagram où je fais des posts pour certaines de mes lectures. Je poste aussi en story mes avis quand j'ai fini un livre. Et vous pouvez aussi suivre mon blog parce que sur mon blog, en général, je fais beaucoup plus d'articles que je ne fais de vidéos. Donc il y a des articles pour toutes les lectures, à peu près toutes les lectures. Et enfin, je pense que je ferai des vidéos spécifiques pour parler vraiment des livres qui méritent vraiment d'avoir une vidéo. Je vais vous prévenir tout de suite, la prochaine vidéo que vous verrez sur cette chaîne, ce sera une vidéo sur la saga de la passe miroir parce que je l'ai terminée avant-hier je crois. Et donc je ne parlerai pas de la passe miroir, du tome 4 de la passe miroir aujourd'hui dans cette vidéo 5 romans, tout simplement parce que du coup je ferai une vidéo dédiée à cette saga. Alors, on commence avec un roman au format poche, Du domaine des murmures de Carole Martinez. C'est un roman adulte que j'ai lu il n'y a pas longtemps du coup. Je l'ai lu parce qu'il me faisait très envie. Je l'avais vu en librairie et vraiment le résumé m'avait vraiment énormément donné envie. Et ensuite j'ai vu que l'offre gratuite sur ma liseuse me le proposait. Donc j'en ai profité pour le lire. On va suivre du coup une jeune femme qui va devenir recluse. Donc une recluse, qu'est-ce que c'est? C'était des femmes qui, à l'époque des croisades, décidaient volontairement de s'enfermer et de s'enfermer du monde, et elles priaient pour les gens et elles restaient enfermées vivantes jusqu'à leur mort, souvent dans un espace très petit. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet des recluses, il y a un épisode du podcast Passion médiéviste qui est consacré aux recluses et qui est super intéressant. Et du coup, après avoir écouté ce podcast, j'avais encore plus envie de lire ce livre. D'ailleurs, je vous mets tout en description, que ce soit mon blog ou bien le lien vers le site de Passion médiéviste si vous êtes intéressé par ce podcast, qui est génial entre nous. Le domaine des murmures. J'ai été un peu déçue par ce livre, que j'ai trouvé, comment dire, j'ai trouvé qu'il n'avait pas grand intérêt en fait. J'ai pas détesté, mais vraiment pendant ma lecture, j'étais pas du tout impliquée. Surtout que j'ai l'impression que, comme c'est écrit du point de vue de la recluse, qui est donc une jeune femme qui est très très croyante, très très pieuse, ce qui est tout à fait logique. Mais du coup, parfois, on a des réflexions sur Dieu, etc. Mais de son point de vue, pendant des pages, ça c'est assez ennuyeux. En fait, j'ai rien en particulier contre ce livre, parce qu'au final, c'était une bonne lecture. C'était une lecture sympathique, mais sans plus. Mais bon, ça allait. Mais en fait, c'est surtout que j'ai pas compris l'intérêt de ma lecture. J'ai pas compris où l'autrice essayait de nous emmener. Je l'ai juste lu et c'était ok. Et voilà, et vous voyez, là déjà, j'ai commencé à oublier plein de détails. Je me rappelle que le style était légèrement pompeux. Bon, après, ça se lisait quand même assez bien, assez vite. Je vous le recommande peut-être si vous êtes intéressé par le thème le thème des recluses. D'ailleurs, moi c'est aussi en partie pour ça que je l'ai lu, et c'est vrai que c'était la première fois que je lisais un livre avec ce thème-là, donc c'était intéressant, mais vraiment sans plus. Donc voilà, bof. On va tout de suite passer à une lecture beaucoup mieux avec Le Chant d'Achille de Madeline Miller. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, qui était une vidéo du coup pour le mois des fiertés. Mais il fallait que je vous en reparle. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'a convaincue qu'il fallait que pour mes vidéos 5 romans, j'abrège, parce que vraiment, je pouvais pas attendre pour en parler.
Donc, mesdames, messieurs, laissez-moi vous présenter ce qui est peut-être ma meilleure lecture de l'année. Donc, Le Chant d'Achille, qu'est-ce que c'est? Le Chant d'Achille, c'est une réécriture du mythe de l'histoire d'amour entre Achille et Patrocle, donc une réécriture de l'Iliade, mais pas que, aussi de mythes qui parlent de l'histoire de Achille avant. Et donc, c'est écrit du point de vue de Patrocle, Patrocle qui était l'amant d'Achille. Et c'est un livre, mais sublime, c'est une histoire d'amour magnifique. Ce que j'ai adoré, c'est que vraiment on les suit de leur enfance à la fin. La fin est triste, hein. Préparez-y vous, la fin est triste, mais la fin est dramatique, mais l'Iliade, voilà. C'est vraiment une histoire sublime, leur histoire d'amour. Ce que j'ai tant aimé, c'est vraiment le caractère des deux garçons qui se complètent parfaitement, parce que du coup l'histoire est écrite à la première personne du singulier du point de vue de Patrocle. D'habitude je suis pas fan des livres écrits à la première personne, mais là ça m'a pas du tout dérangé, enfin vraiment ça coule de source. Ce que j'ai tant aimé, c'est que cet amour entre Achille et Patrocle, il est incroyable parce que ils sont tellement différents qu'on pourrait imaginer qu'ils pourraient pas aller ensemble, et en fait c'est une sorte d'évidence pour l'un comme pour l'autre. J'ai adoré le personnage de Achille aussi parce que il est plein de défauts en fait. C'est un personnage qui est bourré d'imperfections, mais en fait une des choses qui le rend meilleur, c'est justement son amour pour Patrocle. Achille, c'est ce personnage, c'est un demi-dieu, donc il a quelque chose, il dégage quelque chose de divin, et il a toujours cette chose de il est presque divin, et c'est même pas qu'il se croit au-dessus des autres, c'est même pas ça, c'est que les autres évoluent dans un environnement qui ne l'intéresse pas. Mais c'est même pas, je crois qu'il a même pas de mauvaises intentions, mais du coup, il a tendance à laisser glisser les autres sur lui sans y faire attention. Et Patrocle, c'est un peu son point d'ancrage dans le monde. Et en même temps, ce que j'ai vraiment adoré, c'est le fait que il y a un peu ce côté de, il se fiche de tout, il se fiche de tout le monde. La vie des autres ne l'intéresse pas, mais la seule personne qui l'intéresse vraiment, c'est Patrocle. J'ai adoré aussi le fait que, malgré leurs différences, il n'y a pas un moment où Patrocle doute de l'amour d'Achille, par exemple. Il y a un moment où il se demande est-ce que Achille m'aime ou pas, etc. Mais à partir du moment où c'est devenu clair que les deux s'aiment, c'est quelque chose que je trouvais vraiment bien. Il n'y a pas un moment dans ce livre où Patrocle se dit oh, Achille me mérite pas, je suis pas sûre, mais c'est peut-être qu'il s'aime même pas, qu'il s'amuse ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est drôle parce qu'il pourrait avoir des raisons de le penser, parce que Achille, c'est un demi-dieu, parce que justement, il dégage cette aura qui fait que tout le monde se tourne vers lui, tout le monde s'intéresse à lui. Et pourtant, mais Patrocle, il aime tellement Achille, et il a tellement confiance en lui que pas un instant, il ne doute. En fait, leur amour est tellement fort que c'est une évidence pour les deux. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. C'est vraiment le genre de livre, il faut vraiment le découvrir. L'écriture Maddy Miller est vraiment sublime, la traduction est excellente, c'est fluide, ça coule de source. Moi j'ai pas pu le lâcher, hein. Je l'ai commencé, j'ai lu, j'ai levé les yeux, il est 7h là, je m'étais pas rendu compte du temps qui passe. Vraiment incroyable, il mérite tout le bien qu'on en dit, franchement, foncez. Si vous aimez la mythologie grecque, ou si vous aimez les romances entre hommes, ou même si vous aimez les romances tout court d'ailleurs, hein, ou même si vous aimez l'action, etc. Mais alors, allez-y, c'est une valeur sûre. Ensuite, du coup, j'ai lu La Tempête des Échos, donc le dernier tome de la Passe Miroir, mais du coup, je vais pas vous en parler vu que je vais faire une vidéo sur le sujet. Donc, après le tome 4 de la Passe Miroir, spoiler, c'était un excellent tome. Et après le Chant d'Achille, j'avais que des lectures excellentes, donc il fallait un peu baisser le niveau. Je suis horrible. Donc, j'ai lu Community de Luna Joyce. Donc, Community, on est en 3006, et donc c'est de la science-fiction, et on est dans un monde où tous les humains sont reliés avec une puce qui s'appelle Community, qui permet de parler par télépathie. Et la société est vraiment divisée en différentes, c'est pas des castes, des factions presque un peu, ce genre de choses. Et les gens ont une place dans la société, etc. etc. Et du coup, nous, on va suivre Lia, oui c'est ça, je cherchais son nom. On va suivre Lia, c'est une jeune fille
qui est passionnée par l'espace, mais pas que. Elle adore apprendre des nouvelles choses, elle adore se renseigner sur comment était le monde avant, etc. Elle n'aime rien tant qu'emmagasiner de nouvelles connaissances. Et le jour où elle va devoir être mise dans une des factions, elle va être très déçue parce qu'elle, elle voulait devenir agricultrice, ou la caste qui... les agriculteurs en gros. Et en fait, elle se retrouve chercheuse. Et du coup, elle est très déçue. Et puis, elle va découvrir des secrets. Elle va se découvrir que Community est peut-être pas ce qu'il paraît, etc. etc. Voilà. Voilà. C'était pas une mauvaise lecture. C'était sympa. C'était... Franchement, si vous aimez un peu la science-fiction ado, allez-y. C'est sympa. C'est sympa. Mais c'était pas incroyable. Je crois que ce qui m'a le plus énervé, il y a 2 points qui m'ont vraiment agacée. Premièrement, l'héroïne. En fait, il y a un truc, j'ai l'impression, on a souvent en young adulte, en littérature ado ou young adulte, et qui m'énerve, c'est-à-dire un personnage souvent féminin, tiens donc, qui est décrit comme super intelligent, que tout le monde dit, tous les personnages disent que ce personnage est super intelligent, elle est censée être l'élite de la nation de je sais pas quoi, et en fait, elle ne prend que des décisions débiles, stupides. En fait, ça veut dire que dans ce livre, elle est censée être genre la plus intelligente de sa promotion, je sais pas quoi. Elle est censée passer son temps à faire des recherches pour apprendre des choses. Elle est censée... Enfin, tout le monde dit « Ouah, Lia, ton cerveau énorme. » J'exagère, mais vous voyez le genre. Et en fait, quand on y réfléchit 2 secondes, quand on lit, elle est stupide. Il y a plein de choses qu'elle voit pas venir alors que c'était clair. Elle a une réflexion qui est pas du tout logique. Je sais pas, il y a plein de choses qui me vont dire qu'elle est pas du tout intelligente, ce qui en soi n'est pas grave. Ce qui m'énerve, c'est qu'on me fasse pas croire qu'elle est super intelligente. Voilà. Ça m'énerve. Ça m'a agacée, surtout. Et deuxièmement, la fin... Spoiler. La fin est trop facile. Ça veut dire que, je vous spoil, hein, mais elle se connecte aux puces du monde entier. Elle leur dit... On vous contrôle, poulouloulou, qu'est-ce que vous voulez? Continuez à être contrôlé ou non? Et les gens disent oh bah non alors, on veut plus être contrôlé. Et ils sont plus contrôlés. J'exagère, mais c'est ça, hein. C'est ça, genre la résolution, elle arrive en une 20aine de pages, et à la fin il y a un épilogue en mode 20 ans plus tard, le monde a changé. Bref, c'était pas une mauvaise lecture, mais disons que ce livre-là est arrivé après 2 livres géniaux, il est arrivé avant un autre livre génial, il a pas eu vraiment de chance. Si vous aimez, je le conseillerais à des ados 13-14 ans peut-être, qui aiment bien la science-fiction, c'est sympa, mais voilà. Ah oui, et l'héroïne agit comme si elle avait 16 ans alors qu'elle en a 23 je crois. Celui-là, je l'ai terminé hier. Donc, Les enfants des feuillantines de Célia Garino. Ah, c'était super cool. Alors, donc c'est l'histoire de 7 enfants qui sont cousins. Leurs 3 mères, parmi leurs 3 mères, il y a une qui est morte, qui s'est suicidée, une qui est en hôpital psychiatrique et une qui est partie du jour au lendemain sans laisser de traces. Et ces 7 enfants sont sous la garde de Désirée, qui est la plus grande d'entre eux, qui a renoncé à toutes ses études pour s'occuper de ses frères et sœurs et de ses cousins. Et ils vivent ensemble dans une maison qui s'appelle les Feuillantines. Et donc Désirée, qui a 24 ans, se retrouve avec à sa charge 7 enfants, un perroquet, un cochon, un lapin, une portée de chatons et une grand-mère. Arrière-grand-mère, elle a 106 ans. Franchement, c'était une lecture super. C'était vraiment... Moi c'est vraiment le genre de livre que j'adore. Si vous voulez un exemple, c'est un savant mélange entre Sauveur et fils de Mario de Muraille et 4 sœurs de Malika Ferjouk. Donc des références, hein, finalement. C'est drôle, c'est doux, c'est touchant. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment doux comme livre. On va suivre vraiment, on s'attache à tout le monde. On pourrait se dire au début, waouh, il y a trop de personnages, jamais je vais les retenir. Et puis vraiment, Célia Garino, elle a une plume, elle a une manière de raconter les choses qui font que on retient les personnalités de chacun, on s'attache à chacun des enfants malgré leurs défauts.
Et vraiment, j'ai adoré ce livre. C'était vraiment, vraiment super. Si vous aimez les histoires de famille un peu loufoques, franchement, penchez-vous là-dessus. Si vous avez aimé 4 sœurs de Melika Ferjuk ou Sauver et Fils, je suis sûre que vous allez aimer. Ça m'a un peu rappelé aussi Falalalala. D'ailleurs, c'est un autre livre de la collection Exprime de Sarbacane. Franchement, une chouette lecture. Moi, au début, j'étais pas du tout attirée par le titre et par la couverture que j'aimais pas du tout. Enfin, la couverture, je sais pas, elle m'inspire pas. Et en fait, j'ai entendu Alex Bookin en Prada, c'est une chaîne YouTube que j'aime beaucoup qui parle de livres. Elle en a fait une review, elle en a parlé, et là, j'ai su que j'allais aimer. Donc, et j'ai aimé. Donc, franchement, une super lecture. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, c'est aussi ma dernière lecture. Je l'ai lu entièrement hier, je l'ai dévoré. C'est le tome 2 de American Royals de Catherine McGee, je sais pas comment ça se prononce. Donc c'est paru chez Lumen en France. Donc c'est... je crois que je n'ai pas fait de 5 romans pour le premier tome parce que je l'ai lu il y a longtemps avant que je fasse ma chaîne YouTube. Donc l'histoire de American Royals, c'est simple, ça se passe aux États-Unis et c'est une uchronie. Ça veut dire que ça se passe de nos jours, mais qu'est-ce qui se serait passé si un événement de l'histoire avait changé? Et donc ça se passe aux États-Unis si George Washington était devenu roi des États-Unis et non pas président. Et du coup, on est dans la royauté des Washington et on va suivre du coup quatre personnages. Chaque chapitre en fait va être le point de vue d'un personnage. 4 filles. On va avoir Béatrice qui est la future reine. On va avoir Samantha, sa petite sœur, qui est la princesse et qui vraiment déteste toutes les responsabilités qu'elle a en tant que princesse et du coup qui va être vraiment une sorte de rebelle, on va dire. On va avoir Nina pourquoi je fais 4? C'est 3. On va avoir Nina qui est la meilleure amie de Samantha mais qui vient elle du peuple et qui a un peu du mal à s'y retrouver entre ce monde de princesse et la vraie vie. Et on va avoir Daphné qui est une jeune femme de l'aristocratie, de la bourgeoisie, qui n'a qu'un objectif en tête, épouser le prince qui est le frère jumeau de Samantha. Voilà. Donc ça c'est le tome 2, donc ça c'est un peu le résumé général de l'histoire. Donc à la fin du tome 1, en fait, Béatrice devient reine. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Et du coup, là, dans ce tome, on a plus un peu le début du règne de Béatrice. Sachant que c'est le dernier tome, hein, c'est la fin. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est comme le tome 1. Ça veut dire que cette série, je pourrais faire un avis général. Je peux tout à fait faire un avis général sans spoiler, je me rends compte, parce qu'il se passe pas non plus tant de choses que ça, malgré la brique que c'est. En fait, cette série, c'est super bizarre, parce que l'histoire est sympathique, mais sans plus. Les personnages, pareil, sont sympas, mais sans plus. C'est tout pareil, en fait. L'écriture est pas extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi. Ce roman a quelque chose qui fait que, quand on commence, c'est impossible de s'arrêter. C'est vraiment du page-turner, comme on dit. Et vraiment, là, j'ai adoré ce deuxième tome, comme le 1, mais je ne sais pas pourquoi. Parmi les personnages, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on ait un peu plus le point de vue de Béatrice. C'était vraiment sympa de la voir aussi évoluer. Par contre, Samantha, la princesse, je crois que c'est le personnage qui m'énerve le plus. Elle m'énerve parce que elle a ce côté... elle passe son temps à se plaindre qu'on lui fait pas confiance, alors qu'elle prend pas ses responsabilités au sérieux et qu'elle fait n'importe quoi. Bref. Et Daphné, après, j'ai trouvé moi, personnellement, je crois que mon personnage préféré, c'est Daphné. Pas parce que je l'aime bien, parce qu'elle est horrible, hein, elle est ignoble, c'est le cliché de la peste, mais en pire. Elle est horrible, mais je trouve que c'est le personnage le mieux construit, parce que c'est un personnage qui a vraiment des failles, qui a vraiment quelque chose de vraiment très profond. Et alors la fin, du coup, là c'est le tome 2, c'était la fin, c'était une duologie. La fin m'a pas surprise dans le sens où il y avait rien de surprenant, hein. C'est pas le genre de série où il y a une fin ultra surprenante, ça se finit en happy end pour tout le monde. Sauf pour un personnage. Il y a un personnage qui a une fin que je n'attendais pas du tout. Je vais vous la dire maintenant, mais je préviens, spoiler. Voilà, donc si vous voulez lire cette série, n'écoutez pas. Daphné, à la fin, réussit à épouser le prince.
sais, c'est fou. Là, ceux qui n'ont pas lu ne comprennent pas ce que je parle. Daphné, c'est la peste, etc. Et vraiment, jusqu'à la fin, moi, en lisant ce livre, je me disais, mais comment ça peut se finir pour Daphné? Parce que les autres, je voyais très bien quelle fin ils allaient avoir, je voyais très bien quelles histoires d'amour ils allaient avoir, etc. Mais alors Daphné, vraiment, je ne savais pas. Et en fait, ça se finit par Daphné qui réussit à avoir le prince. Mais en fait, ce que je trouvais très bien, c'est qu'en fait, elle a le prince, mais elle n'est pas heureuse. C'est-à-dire que, ça y est, elle a eu enfin tout ce pourquoi elle s'est battue. Elle a enfin tout ce pourquoi elle a écrasé les autres. Et elle se rend compte trop tard qu'en fait, elle va être malheureuse. Mais c'est trop tard, donc elle continue à jouer la comédie. Et ça sous-entend qu'elle est prête à jouer la comédie toute sa vie. C'est horrible, mais je trouve que c'était cohérent comme fin et presque plus cohérent que certaines autres fins. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez eu des nouvelles idées de lecture. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même eu pas mal de bonnes lectures. Je suis contente. Du coup, la prochaine vidéo, la semaine prochaine, vous le savez maintenant, ce sera une vidéo sur la passe miroir. J'ai très hâte de la tourner. Je vais voir un peu comment je la fais, mais j'ai hâte de la tourner. Je pense que ça va être une vidéo vraiment chouette. Et ensuite, la prochaine vidéo 5 romans viendra quand j'aurai lu 5 nouveaux romans. Donc voilà, donc je reprends un peu du coup à zéro pour les 5 romans parce que là j'avais vraiment pris un retard qui était pas possible. Et je pense vous faire une petite des reviews pour les romans qui m'ont le plus marqué quand même entre les deux. Dites-moi ce qui vous intéresserait. Est-ce que je dois faire une vidéo par roman quand le roman est très intéressant? Est-ce que je dois faire par exemple des mini-reviews? J'avais pensé à ça par exemple. Par exemple, je vous fais une vidéo où je parle très rapidement de 10 romans ou quelque chose dans le genre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que je vais trouver un truc, je vais trouver une solution. Et en tout cas, d'ici la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Au revoir.